Bonjour, je suis Antoine Reverchon, je suis journaliste au Monde, je m'occupe de la page idée du cahier Économie du Monde. Et on a réuni sur ce sujet de la tentation du repli territorial un des historiens, des économistes, enfin un historien, et des économistes et une politiste. Donc l'idée c'était de croiser un petit peu les disciplines autour de ce sujet. Complètement d'actualité évidemment, puisque on a à la fois une montée de la question identitaire, de l'identité nationale dans les pays européens, confrontés à ce qu'on appelle la crise des migrants. Je ne vais pas vous faire un dessin, on est en plein dedans. Et la formule qu'on a choisie, c'est de chacun va pouvoir parler 10 à 15 minutes environ. Après quoi, il y aura un court débat entre les intervenants et après, la salle pourra bien entendu poser toutes les questions qu'elle souhaite. Et pour démarrer, Sylvain Wener, qui est historien, donc, comme on vous l'a dit, et qui a écrit un livre qui a été publié en 2013, si je ne m'abuse, c'est ça, qui s'appelle « Les origines de la France », qui n'est pas un livre sur les origines de la France, mais un livre sur l'historiographie, sur comment les historiens en France, français, ont raconté les origines de la France à différentes époques successives et comment cette notion même a pu évoluer dans l'historiographie, dans le récit qui en est fait. Et la question que je voulais lui poser, qui nous permet de démarrer ce débat, c'est que est-ce qu'on a actuellement un retour d'un discours sur les origines de la France, sur l'identité française? Il y a effectivement dans l'actualité politique, il y a quelques temps, on a créé quand même un ministère de l'identité nationale, il n'y a pas si longtemps, il a été supprimé après, mais bon, il a existé sous ce nom-là. Il y a évidemment une montée du débat sur l'identité française. Donc comment ce débat contemporain se situe dans la continuité historiographique, pas historiographique, dans la continuité intellectuelle, des débats intellectuels sur ce sujet en France? Est-ce que c'est une résurgence? Est-ce que c'est une nouveauté qui apparaît, enfin quelque chose qui apparaît à nouveau, ou au contraire, il y a eu toujours ce débat et là, il a pris actuellement cette forme-là? Voilà, pour démarrer ce débat, Sylvain Wener. Merci pour l'invitation déjà et puis pour la question. Je ne pense pas que je vais utiliser tout mon quart d'heure. Ça va aller assez vite. C'est très bien, on a déjà démarré en retard. Ça va aller assez vite, oui. Effectivement, il y a eu cette création en 2009 du ministère de l'identité nationale. En fait, c'était même la création de ce ministère et le lancement du débat en 2007, moi qui m'avais poussé à faire ce travail et qui, comme tous les travaux qui prennent un peu de temps, finalement a été publié après le départ de Nicolas Sarkozy du pouvoir. Donc c'était un livre qui finalement est tombé en porte-à-faux par rapport à Pas vraiment, parce qu'on ne peut pas dire que le débat se soit éteint pour autant. Non, le débat s'est pas éteint. Alors, si on veut, mais très rapidement, le replacer dans son histoire, disons que cette notion d'identité nationale, d'ailleurs, contrairement à ce que pense une partie de mes collègues, c'est pas quelque chose qui vient de la fin du XXe siècle, qui serait arrivé dans les années 1980, c'est quelque chose qui arrive dans les années 1830, qui est une conséquence en réalité disons, de la Révolution française, et le moment où les historiens vont essayer de chercher la vérité de la nation, des nations d'ailleurs, mais en commençant par la nation française, dans leurs origines. Ce qui se tient, puisque nation, naissance, ce sont des termes qui renvoient à la même étymologie, et on a toujours ce sentiment que si on arrive à déterminer l'origine de la nation, on déterminera la vérité de celle-ci. Alors évidemment, cette origine, elle change selon que vous imaginez que les origines de la France, c'est le baptême de Clovis, parce que vous pensez que les racines chrétiennes sont essentielles, ou la révolution communale du XIIe siècle, parce que vous pensez que la France identifie à la liberté, ou les Gaulois, parce que vous imaginez qu'il y a des caractères, pour le dire comme on disait au XIXe siècle, ou voire des éléments de race qui permettent d'identifier ce que c'est que la nation française. Alors tout ça, ça existe au XIXe siècle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on voit apparaître la notion d'identité nationale chez quelqu'un comme Augustin Thierry, par exemple, c'est dans une perspective libérale. Il y a quand même cette idée que ce qu'on va repérer dans la nation, qu'on l'identifie au départ au XIIe siècle, ou au Ve siècle, ou à l'époque gauloise, c'est la formation d'un même. Ce qui nous autorise ensuite à dire « nous » dès lors qu'on parle de notre nation. Aujourd'hui, ça c'est vécu
par la plupart des gens qui pensent un peu comme une contradiction insurmontable, parce que comment est-ce qu'on peut imaginer à la fois que la nation soit le lieu d'expression de la liberté et qu'en même temps elle soit contrainte par l'existence de ce même qui apparaît à un moment donné dans l'histoire et qui ne bouge plus depuis, alors pour Augustin Thierry, c'était le XIIe siècle. Où on en est aujourd'hui et quel est le problème posé par le débat sur l'identité nationale aujourd'hui. C'est que pendant très longtemps, ce sont les historiens qui ont été les premiers artisans de ce débat. L'histoire porte une énorme responsabilité dans la façon dont les nations ont pu construire leur identité. Sauf que les historiens du XXe siècle, les écoles historiques du XXe siècle, et pas que en France, sont revenus sur cette idée-là. En gros, tous les historiens professionnels, depuis au moins un demi-siècle et même un peu plus, ont fait leur la formule de Marc Bloch dans l'Apologie pour l'histoire ou le métier d'historien, quand Marc Bloch prétend emprunter ça à un proverbe arabe, mais moi j'ai jamais retrouvé ce proverbe arabe, je pense que c'est une invention de Marc Bloch. Les hommes, dit Marc Bloch, ressemblent plus à leur époque qu'à leur père. C'est-à-dire que si on veut chercher la vérité d'une société, il ne faut pas en réalité aller la chercher dans les origines d'un même qui serait le même de notre époque, il faut les chercher dans les conditions historiques, sociales, culturelles, politiques du présent, ou en tout cas de l'époque qu'on considère. Le problème du débat sur l'identité nationale aujourd'hui, et de façon générale le problème des débats sur l'identité aujourd'hui, c'est que globalement, tous les chercheurs sont d'accord avec la formule de Marc Bloch. Personne ne prétend plus imaginer que quand on va trouver dans les origines d'un phénomène sa vérité. Mais dans le débat public, toute une série d'auteurs, disons, se présentent comme des historiens sans en avoir les titres, et eux, par contre, reprennent ces idéologies qui sont en fait des idéologies nationales du XIXe siècle. Le problème du débat sur l'identité nationale, quand on commence à le poser entre 2007 et 2009, c'est qu'on va définir comme identité nationale exactement ce que Augustin Thierry définissait comme identité nationale, et pas du tout ce que les chercheurs en sciences humaines et sociales ont construit depuis des décennies autour de la notion d'identité comme le moyen d'essayer de penser les processus de construction de soi en tant qu'individu ou en tant que groupe dans des cadres sociaux. Alors, en fait, c'est ça que le problème qu'on a. C'est-à-dire le problème que les historiens ont aujourd'hui. C'est que, pour une part, ils sont les héritiers de ceux qui ont donné les outils qui permettent de penser l'identité nationale de cette façon-là. En même temps, ils se sont détachés de cette histoire-là et constatent que ces outils servent le débat public, le débat politique, mais pas du tout à partir de présupposés universitaires ou de présupposés de recherche. Et il y a un inconfort terrible de la part de la communauté des historiens par rapport à ce problème-là. Comment est-ce qu'on peut le résoudre? Alors on peut le résoudre soit en faisant l'histoire de cette histoire, mais il faut reconnaître, moi pour avoir écrit un livre comme ça, que c'est peu attractif, parce que l'histoire de l'histoire, cette histoire au carré, ça intéresse pas tellement, ça passionne pas tellement les foules. Ou alors il faut essayer de proposer une pédagogie, alors auprès des élèves des collèges et des lycées, ça c'est quelque chose que font assez bien les enseignants. Auprès du grand public, c'est plus compliqué parce que vous vous heurtez à des publicistes, à des émissions de radio, à des magazines spéciaux de journaux qui reprennent, eux, au contraire, cette idée qu'on va trouver la vérité de la nation dans ses origines. Et le dernier point, et après je m'arrête là, c'est que parce que je pense que ça pourrait faire une transition avec ce qui suivra, c'est les deux efforts, si vous voulez, que font les historiens actuellement. C'est d'une part essayer de penser ce qu'on pourrait appeler en termes un peu abscons, mais enfin actuellement c'est le terme qu'on utilise, une histoire qui soit une histoire transnationale de la France, c'est-à-dire une histoire de la nation qui ne se replie pas sur l'identité de la nation, qui n'imagine pas non plus l'expansion de la nation comme on la faisait quand on faisait une histoire par exemple des empires coloniaux, mais une histoire de la nation en tant qu'elle s'est construite par interaction avec l'ensemble du monde. Ce qui est aussi, là aussi, il y a un enjeu pédagogique très fort, puisque c'est aussi un moyen d'intégrer à l'histoire de France, ou à l'histoire des différentes nations,
des franges de la population qui ne se reconnaissent absolument pas dans les grandes figures de l'ancien récit national qui étaient strictement incarnées sur le territoire. Enfin, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, ou Henri IV, ou même Robespierre. Donc là, il y a un premier enjeu. Et puis un second enjeu, et alors là, qui est un vrai biais et un vrai piège, qui est d'essayer de déporter sur l'Europe, et ça je l'ai déjà lu, des façons de penser qui étaient les façons de penser du XIXe siècle de la nation. C'est-à-dire qu'en fait, pour échapper au piège national, en réalité, on va reporter sur l'Europe des problématiques qui nous ont conduits là où nous sommes. Et on va rechercher, à propos de l'Europe, ce qu'on recherchait à propos de la nation, c'est-à-dire où sont les frontières de son territoire, quelles sont ses racines culturelles ou religieuses, est-ce qu'elles correspondent à une race, comme on l'a encore entendu récemment. Et là, la façon dont on passe d'une histoire de la nation à une histoire de l'Europe peut être véritablement une fausse porte de sortie. Le public n'y croit pas du tout. Ça ne prend pas. C'est un débat qui reste purement... Dire qu'il y a une nation européenne, c'est des choses qui restent totalement... Oui, on ne l'opposerait pas en termes de nation, parce que la nation européenne pose la question... L'expression a été... On a tenté d'utiliser cette expression. Oui, mais par contre, on parle quand même pas mal d'identité européenne. Oui, de valeurs européennes. Voilà, c'est un peu compliqué. Effectivement. Merci. Donc, effectivement, si ce n'est pas dans le récit historique que plutôt les replis territoriaux auxquels on assiste un peu partout en Europe, mais pas seulement en Europe d'ailleurs, vont chercher des discours dans l'histoire et dans l'histoire des nations. Il y a d'autres ingrédients qui expliquent, peut-être pas justifient, mais expliquent en tout cas qu'il y ait ces replis. Alors, quels sont les ingrédients de ces replis? Laurent Davzy, économiste des territoires et qui a travaillé justement sur le repli sur les identités territoriales des régions, en particulier des régions comme la Catalogne ou l'Écosse, etc. Donc ce phénomène d'éclatement de territoires qui jusque-là étaient considérés comme nationaux et maintenant s'auto-proclament nations. Quels sont les ingrédients? Ils reprennent les discours historiques dont on parlait. Quels sont les ingrédients de ce repli et les causes de ce repli? Est-ce qu'on peut en tenter une typologie ou est-ce qu'on peut en tenter une explication? Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Je ne vais pas répondre en 10 minutes à toutes ces questions, et même si j'avais beaucoup de temps, je ne répondrai pas de façon complète à ces questions. Alors j'ai écrit un petit livre sur ces phénomènes assez nouveaux qui montrent qu'effectivement on rentre dans une phase, on parle beaucoup de fractures territoriales, de croissance des inégalités, etc. Il me semble qu'on est en train de passer un cap nouveau qui est le cap plutôt de la rupture et pas de la fracture. On entend énormément de gens se plaindre du côté des régions pauvres, je pense dans les pays industriels particulièrement, de l'absence de solidarité des régions riches vis-à-vis d'elles, ce qui est totalement faux et discutable. Je pense notamment à tout ce qui a pu être écrit sur les territoires abandonnés, qui est extraordinairement discutable, et si on avait du temps, on pourrait ce serait intéressant le développer. De le développer un tout petit peu, on a quand même un peu de temps. Parce que c'est un des grands thèmes justement du repli, des fractures, du vote il y a deux types. Etc. Quand je parle des ruptures, il y a une rupture qui est une rupture du côté des territoires qui se vivent comme étant défavorisés. Les territoires de la politique de la ville, d'ailleurs, par exemple, qui mettent à distance la République. Donc c'est du côté des pauvres, on va dire. Les territoires ruraux, vous savez bien, le Front National fait campagne sur les territoires qu'on abandonne, alors que si vous regardez ce qu'on peut faire, mais ce que très peu de gens font, si vous regardez effectivement la dépendance incroyable de ce qu'on appelle le monde rural, et des différents types de mondes ruraux d'ailleurs, parce qu'il y a toutes sortes de mondes ruraux, à des transferts redistributifs, dont l'origine, c'est le monde urbain et notamment le monde métropolitain, ça permet de relativiser cette vision un peu paranoïaque et plaintive des territoires dits abandonnés. Ça, c'est le premier terme de la rupture. Puis là-dessus, vous avez quand même, historiquement, ça va dire sur l'identité, vous avez, moi j'avais appelé ça des mouvements régionalistes pré-nationaux. Vous avez des régions qui, historiquement, ont eu du mal à rentrer dans la République, en France ou ailleurs. C'est les Corses, par exemple, en France. Encore que le mouvement corse soit pas si ancien que ça. Ça peut être les Basques, ça peut être les Kabyles en Algérie, etc., les Kurdes
au Moyen-Orient, qui eux ont des mouvements depuis toujours, ou depuis très longtemps, qui ont été des mouvements fondés sur une identité qui quand même apparaît avoir du sens quand même. Et vous avez l'autre terme de la rupture, ce sont les autres, les territoires riches. Ce sont les territoires riches et les régions riches qui, effectivement, aujourd'hui disent, elles savent plusieurs choses, elles en disent d'autres. Pour aller très rapidement, et une chose qu'elles savent, c'est que aujourd'hui, les régions riches n'ont plus vraiment, dans les pays industriels, n'ont plus vraiment besoin des régions pauvres de leur pays. Elles peuvent éventuellement avoir besoin des régions pauvres de Bulgarie, de Chine, etc., en délocalisant de l'activité. Il n'y a pas aujourd'hui il n'y a plus véritablement de nécessité pour les régions riches de faire travailler les régions pauvres au sein de leur propre pays. Sachant que la nation, ça a été évoqué là, dans les minutes qui viennent de s'écouler, on a parlé beaucoup de frontières. La nation, ce n'est pas seulement une frontière, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de la frontière. Fondamentalement, la nation, c'est l'endroit où, effectivement, on pratique des mutualisations, des transferts, de la circulation monétaire non marchande, des solidarités, et notamment des solidarités redistributives. Aujourd'hui, par exemple, c'est ce qui définit ce qu'est une nation. Effectivement, où des gens extrêmement différents et de situations différentes, finalement, mutualisent, et se mutualisent sur une base, quand même, où les riches payent plus que les pauvres, et les pauvres touchent autant que les riches en matière de services publics. Je vais très rapidement, mais on pourrait le détailler et le justifier. Vous avez des régions riches qui n'ont plus besoin des régions pauvres, et de façon générale, je dirais les riches n'ont plus besoin des pauvres aujourd'hui. C'est ça le grand mouvement fondamental par rapport à ce qui s'est passé depuis 250 ans. La lutte des classes qu'on a connue dans les pays industriels, de la révolution industrielle jusqu'aux années 80, était une pure merveille, parce que c'était quelque chose qui a permis et de booster la productivité et l'économie, et de faire progresser incroyablement rapidement le progrès social, la rémunération, les droits des travailleurs, etc. Et donc c'était un mécanisme super. Mais à partir du moment où vous avez, quand c'est le travail qui gagne contre le capital, bon, c'est la révolution russe, ça donne un résultat terrible. Mais quand c'est le capital qui gagne sur le travail, ce qui est le cas en ce moment, et la mondialisation contribue beaucoup à ça, là vous êtes dans une situation qui devient aussi assez incontrôlable, et où vous avez des régions riches qui disent, bon, nous on n'a plus besoin des régions pauvres, mais il n'y a pas de raison de continuer à payer pour elles. Les mécanismes effectivement de transfert très importants de redistribution. Alors, je parle d'une langue qui est du chinois en France. Mais pourquoi elles n'en ont plus besoin? Pourquoi les régions riches ont plus besoin des régions pauvres? Elles n'ont plus d'établissement de production. Voilà, c'est ça, parce qu'avant, c'était un mode keynésien, si vous voulez. Quand l'Italie du Nord redistribuait l'Italie du Sud, l'Italie du Sud avait le bon goût d'acheter des Fiat et des Piaggio. Moi, je l'ai compté, j'ai pris des vieux films des années 50, j'ai compté le nombre de Fiat et de Piaggio à l'écran. Regardez la série Gomorrah qui se passe à Naples, et faites arrêt sur image et comptez les bagnoles, vous verrez, c'est plus des Fiat et des Piaggio. C'est-à-dire, effectivement, le Nord donne au Sud, mais le Sud achète ailleurs. Moi, j'ai fait un travail important, j'ai fait un bouquin même sur le Mexique. L'avantage des pays comme le Mexique, c'est que les gens ne sont pas langue de bois, ils vivent des choses brutalement. J'avais le ministre de l'économie du Nouveau-Léon, c'est Monterrey, en face de moi, qui disait, c'est une époque où les Mexicains du Nord voulaient faire sécession avec le reste du pays, il disait, on en a marre, on paye pour le Sud, qui se révoltent par ailleurs, mais en même temps, tout l'argent qu'on donne au Sud, ils achètent des produits coréens, et nous, cet argent, on ne l'utilise pas, alors qu'on est en compétition avec le Texas qui est derrière nous. Ça, c'était il y a 12 ans, 15 ans au Mexique. Et c'était sécession. Coup de chance, narcotrafic, foutu un tel bordel, que le gouvernement mexicain a remis la main sur les États du Nord. L'intégrité mexicaine a été sauvée par le narcotrafic. C'est quand même assez extraordinaire. Mais j'étais hier, il y a une semaine, hier, dans une réunion avec des Toulousains qui me disaient la même chose, qui me disaient Toulouse marche du feu de Dieu, il y a une région qui est autour qui pousse des hurlements à dire Toulouse nous mange la laine sur le dos, Toulouse ne travaille que pour elle, alors que les gens autour ne savent pas que Toulouse alimente, et ça, c'est des chiffrages qu'on sait faire, je reviendrai dans le débat s'il y a besoin, on peut chiffrer en milliards d'euros les redistributions d'un pôle métropolitain comme Toulouse vers les régions qui sont autour, et en même temps, les Toulousains, ils disent, mais nous, attention, on redistribue énormément, mais on a les entreprises aujourd'hui qui nous disent congestion, des grandes boîtes, c'est enregistré, je ne dis pas lesquelles, j'ai les noms, qui disent aux autorités à Toulouse en disant si vous ne faites pas des systèmes de transport un peu plus efficaces, nous on va partir. Donc alors à ce moment-là, que se passe-t-il? Les Toulousains ils disent mais nous c'est 2 milliards d'euros une nouvelle ligne de métro, on ne les a pas.
Comme le gouvernement a baissé les dotations en plus aux collectivités locales, ce qui va durcir encore le problème entre les territoires riches et les territoires pauvres, vous avez une vraie rupture à ce moment-là. Alors en France, ça reste calme parce qu'on a une tradition, je ne sais pas s'il y a les jacobines, mais en tout cas, il y a eu un melting absolument incroyable de la France. Hein. Un Parisien, ça n'existe pas. On est des gens venus de partout. En revanche, il y a beaucoup de pays dans lesquels ces choses-là sont dites, elles sont actées. Ça s'appelle la Catalogne, ça s'appelle l'Écosse, ça s'appelle l'Italie du Nord, ça s'appelle les Flandres, ça s'appelle etc. Le Donbass en Ukraine, c'est la région riche le Donbass, hein, faut pas s'y tromper. Et qui disent, il y en a marre de payer pour les régions pauvres, on n'a rien à gagner, on est dans la mondialisation, et on va s'en retirer. Et je reviens aux identités. Moi, j'ai très attentivement suivi ce qui s'est passé sur ces différentes régions européennes. J'étais sidéré, je l'ai fait à travers la presse, hein, et quelques livres que j'ai lus, j'étais sidéré de voir à quel point la question identitaire était simplement instrumentalisée, mais que le seul vrai argument, c'était l'argument, moi j'ai appelé ça l'idéologie de la calculette. Le débat sur l'Écosse, rappelez-vous-en, c'était un débat pour savoir si l'Écosse serait gagnante ou perdante à quitter le Royaume-Uni. C'était de l'argent, c'était du pognon. Alors c'est là, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui est assez ironique, c'est qu'on a travaillé sur ces questions il y a quelques années, avec les Écossais d'ailleurs, c'est que selon que vous comptez ou pas le pétrole, ça change complètement le résultat, et qu'aujourd'hui, le pétrole de la mer du Nord, vu d'ailleurs l'état du marché d'hydrocarbures dans le monde, et vu aussi l'état des gisements en mer du Nord, fait qu'ils auraient dû prendre l'indépendance il y a 20 ans. Là, ils se sont trompés, ils ont fait mauvaise pioche de vouloir demander ça l'an dernier. Mais si vous prenez la Catalogne, c'est pareil. La Catalogne, c'est des calculs. Et les chiffres, je les connais bien, parce que j'ai aussi travaillé sur ces chiffres-là. Et même, ils ont réutilisé des chiffres que j'avais produits. J'ai honte. Pompiers incendiaires, enfin, observation participative, c'est comme ça qu'on dit hein, chez les chercheurs. C'était uniquement un calcul. Qu'est-ce qu'on donne à l'Andalousie? Il y en a marre de donner à l'Andalousie, on garde pour nous, etc. Je ne parle pas de l'Italie du Nord, où il y a une reconstruction absolument incroyable sur le plan de l'identité, de la Padanie, etc., qui est un bricolage qui est du grand guignol, en fait. Hein. Et donc, on a cette tendance en ce moment. Alors, c'est assez récent, mais ça se multiplie. On a des dizaines d'endroits dans le monde où ce genre de choses sont en train de se développer, est venu se rejoindre à ça. Donc c'est I want my money back, en gros. Hein. Dans un régime dans lequel les riches n'ont plus besoin des pauvres, les riches disent, moi, maintenant, je veux récupérer mon pognon. Et j'ai plus besoin d'avoir une frontière qui m'unit à des pays, à des régions, avec lesquelles, finalement, je ne vais être qu'en position de les financer. Ils ne me servent plus à rien. Et ça, c'est en train de se développer très fortement. Je dirais même que ce qui se passe en termes de fragmentation européenne en ce moment... c'est ça que j'avais posé la question, c'est aussi entre les pays européens. C'est fulgurant. Il y a 3 ans... Est-ce qu'il y a 3 ans, tu aurais pensé qu'on allait tomber dans la spirale dans laquelle on est arrivé aujourd'hui, 3 ans après le Brexit, les Pays-Bas, la montée d'un tas de gouvernements de droite, voire d'extrême droite en Europe, qui disent l'Europe, on n'en veut plus, où finalement, on peut très bien se débrouiller en étant un petit pays avec des échanges commerciaux complètement libéralisés, mais où on arrête les mécanismes de solidarité interterritoriaux. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer à vitesse grand V, et je trouve plutôt inquiétant. Et je développe dans ce livre, j'ai pu m'arrêter là, je développe effectivement la fascination que beaucoup de gens ont pour les petits pays, la complaisance, je dirais même. Hein. La France était plutôt pour le oui à l'indépendance de l'Écosse. Hein. Je trouve ça absolument déraisonnable. Mais si on regarde ce que représentent les risques que ça comporte, la multiplication de ce type de fragmentation dans les pays industriels et plus encore dans les pays en développement, parce que, je vais m'arrêter dans 2 minutes, je vous rassure, hein, l'influence que nous avons aujourd'hui, nous, pays occidentaux dans le monde, est maximale. Tout le monde dit déclin de l'Occident, déclin de l'Empire romain et tout ça. C'est pas vrai. Le monde entier s'est aligné sur le plan technologique, sur le plan des modes, sur le plan des idées, etc., sur le système occidental. Si nous, on produit de la complaisance sur ces mécanismes-là, on va voir, et c'est déjà le cas, dans l'ensemble de pays en développement, le même genre de choses se produire, sachant qu'aujourd'hui, 90% des conflits armés dans le monde sont des conflits intranationaux. Hein. C'est pas des conflits, c'est des conflits internationaux, c'est papa, c'est le XXe siècle. Nous sommes maintenant dans les conflits internationaux. On peut gérer la sortie de la Catalogne du système espagnol, encore que je prends rendez-vous, vous allez voir que ça va cogner. Ça va pas être, il n'y aura pas de mort, mais ça va être très chaud. Mais le même genre de choses qui se produit dans un pays, dans le très grand nombre de pays en développement, se traduira par des bains de sang. Et on en a l'expérience. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie. Et donc je trouve que sur ces questions-là, pour terminer, on a vraiment un vrai problème qui est qu'il faut trouver un nouveau contrat
entre les territoires. Il faut trouver un nouveau contrat pyramidal entre, je dirais, dans un pays, les différents niveaux de gouvernement, en gros, derrière les systèmes de centralisation. Or, c'est là où c'est absolument stupéfiant. Nous sommes nus. Nous n'avons aucune théorie de philosophie politique. Sur la démocratie, vous avez ce que vous voulez. Hein. Sur 25 siècles, vous avez une littérature extraordinaire de Aristote ou même de Platon à Amartya Sen, vous avez qui vous voulez. Sur la dimension territoriale de la démocratie, vous n'avez rien. Si j'avais du temps, je vous raconterais quelques anecdotes, mais j'ai pas le temps. Sur des moments où on a cru qu'il y avait une idée, mais en fait, c'est pas vrai. C'était des bricolages de MacGyver. On est, excusez-moi, à poil sur le plan de la théorie de la philosophie politique. Sur le plan de l'économie, alors... parce que je sais que tu es au coin du bois, on a en gros les théories du fédéralisme fiscal, hein, avec des gens comme Thibault au départ, etc., mais qui sont quand même des théories incroyablement fragiles et que personne n'applique nulle part dans le monde. Et donc on se retrouve dans une situation où on a un nouveau contrat, moins en France qu'ailleurs, mais je répète, ce que j'ai dit sur Toulouse, on pourrait le dire sur Lyon, on ne le dit pas en région parisienne, mais ça viendra, montera dans les années qui viennent. Nous n'avons pas de dispositif alternatif, de nouveaux contrats à passer, et on n'a même pas les abacs théoriques pour le passer. D'où les conclusions de mon bouquin, c'est dire on a intérêt à s'y mettre rapidement et à reprendre effectivement un peu la grammaire fondamentale de comment on organise un pays composite, avec plusieurs niveaux de gouvernement démocratique, indépendamment de la question des identités. Je termine avec ça. On parle 7000 langues dans le monde. Il y a 200 pays dans le monde. On parle 7000 langues dans le monde. Donc déjà, d'entrée de jeu, ça veut dire qu'un pays, une nation, c'est fait de plein de gens différents, vu qu'il y a 7000 dans 200. Mais si on avait 7000 langues, 7000 peuples, 7000 nations, 7000 États, je terminerai là-dessus, on est foutu. J'ai quand même une question qui anticipe peut-être sur le débat, c'est que pour les pays, vous parlez des pays en développement, vous disiez que dans les pays en développement aussi, il y avait ce phénomène, mais en même temps, les frontières, quand on parle de frontières dans des pays en développement, dont un grand nombre sont, alors là je vais vous sortir l'argument classique de l'héritage colonial, donc ce sont des constructions héritées du colonialisme, on peut se dire aussi que ces recompositions territoriales correspondent à des recompositions qui sont plus viables d'un point de vue justement économique ou du point de vue du récit national ou du point de vue de etc. Oui, donc et quand on parle de la Catalogne, justement, c'est un peu l'argument que les Catalans vous sortent. Ils disent c'est pas seulement une question de on veut pas payer pour l'Andalousie, mais c'est aussi on a été conquis par les Castillans. Voilà. Tu parles. Les Catalans, ils sont pas contents parce qu'ils auraient bien aimé être les patrons de l'Espagne, en fait. Hein. Il faut remonter dans l'histoire, dans les siècles passés. Sur les pays en développement, c'est sûr que, reprenez la carte de Huntington, un bouquin très discuté. Hein. Il y a une carte sur le monde en 1914. On a parlé du 19e siècle, le nationalisme du 19e siècle. Hein. Mais c'est une affaire européenne. Il y a l'essentiel des pays de Moyen-Orient, Asie, Afrique sont des pays, et même en partie Amérique du Sud, sont des partis qui sont dans la main de gouvernements européens, en fait. Hein. Et il y a extrêmement peu de nations. Et donc, vous avez eu tout le passage des indépendances du XXe siècle qui a fait exploser le nombre de pays. Indépendance plus chute du bolchevique, hein, c'est ça qui a fait exploser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez bien que ça a été très étudié par beaucoup d'auteurs. Hein, il y a aujourd'hui en Afrique, face à quelque chose qui est une faute, c'est pas une erreur, c'est une faute des pays occidentaux lors de la colonisation, on a en face un effet d'élastique en retour qui est un tribalisme absolument effrayant. Et un tribalisme qui même s'inscrit dans les modes d'élection. Hein. C'est-à-dire que dans les découpages électoraux de certains grands pays africains, les découpages se font aussi en fonction des appartenances tribales. Vous voyez bien, on ne peut pas être nommé président de la République si on n'a pas, si on vient de telle région, etc. Et donc on a un tribalisme effréné et qui évidemment derrière est totalement piloté, surtout là où ça devient très grave et là où ça cogne, piloté par les ressources naturelles. C'est-à-dire la course à la possession des ressources. Et là, on a une longue histoire sanglante depuis 50 ans en Afrique sur ces questions-là. Et les questions, prenez le Biafra, hein, on pourrait prendre le Katanga, et c'est pas fini, ça continuera, où on a effectivement des petits pays qui veulent émerger, mais qui en fait veulent se garder de la ressource en matière première. Vous voulez intervenir tout de suite ou bien vous gardez votre question pour la fin de...
D'accord. Donc, la question, effectivement, des intérêts économiques. Les représentations qu'on a sur l'immigration, là, on va venir sur la question directement de l'immigration, c'est-à-dire des flux migratoires. Dans le débat national qu'on a en ce moment, on entend sur le coût de l'immigration ou sur les effets économiques de l'immigration deux discours parallèles et opposés. Les uns disant ils nous piquent notre boulot, hein, pour vous le faire vite, ou bien ils viennent prendre notre sécurité sociale. Voilà, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, c'est toute immigration constitue une richesse nationale pour le pays d'accueil, pour les pays d'origine aussi, parce que ça crée des flux économiques importants et ça dynamise l'économie du pays. L'argument sur l'Allemagne a été, à un moment donné, on a entendu ça, de dire « Ah oui, l'Allemagne a un problème démographique grave de vieillissement de la population, donc finalement, pour eux, le flux migratoire, c'est très bien, parce que ça leur amènera de la population active, jeune et nouvelle. » Bien. Alors, que dit la littérature, Helmut Mood, que dit la littérature économique sur ces différents sujets et par rapport aux représentations qui sont véhiculées dans le débat public de tous côtés, particulièrement en ce moment, évidemment. Bien. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité. Oui, merci pour cette invitation et ce débat. J'aurais été tenté de reprendre le débat sur la question de la déconstruction européenne ou de sa construction, mais je laisse ça peut-être tout à l'heure éventuellement. Vous pourrez après. Hein. Oui, c'est ça. Non, parce que on aura quelques minutes après pour rebondir sur les propos des uns des autres. Mais du coup, je vais quand même partir de là pour traiter. Donc, je pourrais traiter de 3 points. Les réfugiés et l'immigration, quelques éléments récents qui vont influencer le débat. Les effets économiques de l'immigration, effectivement. Et puis, troisièmement, quelle solution peut-être, mais ça, je laisserai pour le débat. Sur la question des effets de l'immigration, vous l'avez très bien dit, en fait, il y a bien effectivement ces deux positions qui nous inscrivent dans une espèce de dilemme. Il y a ceux qui disent, finalement, le problème, c'est l'immigration. Et quand vous leur démontrez que les effets de l'immigration sur les pays d'accueil sont relativement minimes, c'est ce que montre la littérature, sont de très faible amplitude. Ça, c'est le consensus de la littérature. Les effets peuvent être légèrement négatifs sur les salaires et l'emploi des natifs, ou légèrement positifs, mais le consensus de la littérature, vous prenez tous les travaux empiriques récents, sérieusement faits, et vous trouve ce résultat qui est que l'effet de l'immigration sur les pays d'accueil est d'une très 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 faible amplitude. Est-ce que c'est possible de dire en quelques mots pourquoi ? Parce que ça paraît contre-intuitif par rapport... Je vais vous dire pourquoi. Parce que, donc, d'abord, si vous voulez bien, je voudrais vous dire, il faut faire un peu de pédagogie parce que là-dessus, c'est tellement instrumentalisé. On va vous dire, mais oui, mais vous, d'où vous parlez-vous ? Vous êtes dans vos bureaux, etc. Nous, on voit ici, là, etc. Donc, c'est toujours la distorsion entre les perceptions qui peuvent être parfaitement légitimes, subjectives, et la réalité telle qu'on la mesure. Et je trouve que je travaille sur deux thèmes qui sont très instrumentalisés, qui sont l'immigration d'un côté et les délocalisations de l'autre. Et dans les deux cas, on a les mêmes problématiques de distorsion entre la mesure des phénomènes et la perception. Alors, pourquoi est-ce que les effets sur le marché du travail de l'immigration sont extrêmement faibles, de faible amplitude ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, je prends une étude récente, l'arrivée de 10% d'immigrés de plus, ce qui n'est pas du tout le cas, puisqu'aujourd'hui, on est à des flux qui sont extrêmement faibles, puisqu'on est à 200 000 migrants par an qui rentrent, je ne parle pas des réfugiés pour l'instant, 200 000 migrants par an qui rentrent, structurellement, il y en a 100 000 qui repartent, donc on a un flux net de 100 000, et vous en avez maintenant à peu près les 2/3 qui sont des migrants en libre circulation, c'est-à-dire des gens qui se baladent dans l'Europe, qui sont dans l'espace Schengen. Donc au fond... 100 000, 200 000, c'est en France. Je parle de la France, je parle de la situation de la France. Pour donner encore un chiffre, les pays de l'OCDE reçoivent, parce que ça ne veut rien dire de donner des chiffres absolus, les pays de l'OCDE reçoivent 6 migrants pour 1000 habitants, nous en moyenne, pour tous les pays de l'OCDE dont nous faisons partie. Et dans le cas de la France, c'est 2 migrants pour 1000 habitants. Donc vous avez la différence. On reçoit, donc sur les 200 000, ça représente 0,2% de notre population contre 0,7% de la population des pays de l'OCDE. Donc on reçoit 3 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc quand vous dites ça, les gens qui voient la télévision tous les soirs, etc., vous disent « mais non, mais vous êtes fous ».
mais donc, si on fait le flux net, on est à 100 000 déjà, parce qu'il y en a 100 000 qui repartent chaque année. Et sur ces 100 000, vous en avez à peu près 45 000, 50 000 qui sont de l'immigration familiale, qu'on ne peut pas toucher parce que c'est stricto sensu, défini de manière stricto sensu, c'est-à-dire le regroupement cellulaire. Hein, on peut faire venir son époux ou son épouse ou ses enfants mineurs, pas plus. Et vous avez la libre circulation. Quant aux migrations de travail, ben, vous en avez moins de 20 000 par an. Et sur les 20 000 par an, vous avez des étudiants qui transforment leur statut en salariés. Vous voyez, vous avez des très très faibles flux. Ensuite, si vous regardez les réfugiés, il y a eu une augmentation des réfugiés sur 2014-2015. On est dans le cas de l'Allemagne à 800 000, dans le cas de l'ensemble de l'Europe à 1,3 million, dans le cas de l'ensemble des pays de l'OCDE à 1,5 million. Donc les pays de l'Europe reçoivent une partie non négligeable de ce flux, de ce choc d'arrivée des réfugiés. Et que des réfugiés liés au choc de guerre, de conflit dans les pays de départ. Et au total, on a quelque chose qui est de l'ordre de 800 000 en Allemagne, et on a en demandeurs d'asile pur, on a à peu près 70 000 en France, mais en reçus protégés, on est à 35 000. De ces chiffres bruts, l'effet économique sur le marché du travail, j'arrive, 35 000. Donc c'est 1 par commune. Si vous avez 36 000 communes, vous avez 1 par commune. Je donne ces chiffres pour qu'on ait un peu les éléments. Donc quand on regarde les effets sur le marché du travail maintenant, pour revenir à la question, les effets sont absolument de faible amplitude. Donc vous prenez un travail qui est très sérieux, vous prenez les données de déclaration sociale. Vous savez que les entreprises doivent déclarer les caractéristiques de leurs travailleurs systématiquement tous les ans à l'URSSAF, Donc nous, c'est une mine d'or pour nous parce qu'on a de quoi matcher, enfin mettre en rapport les entreprises et les caractéristiques des employés. Et dans ces caractéristiques des employés, vous avez tout: qualification, sexe, âge, niveau d'éducation, poste occupé, tâches même, les tâches portées, des tâches cognitives, des tâches routinières, des tâches manuelles. On a tout ça, c'est remarquable. Et donc, on regarde, on fait quoi ? Un travail de Perry et Ali, publié récemment, il est encore sur le site du CEPI si ça vous intéresse. On regarde de manière extrêmement exhaustive, hein. C'est pas des petites études, hein. Et c'est en plus géolocalisé, parce qu'on a des données qui sont par zone d'emploi. Il n'y a pas de statistiques ethniques Alors si, on a l'afflux d'immigrés là-dedans. On peut repérer les immigrés des non-immigrés. Et on regarde l'effet d'une augmentation, par exemple, de 10% des flux d'immigrés sur la population native. On observe ça, toutes les études qui sont sérieusement faites le refont, et on observe un effet légèrement positif sur les salaires des autochtones. 5%. Verdugo, Javier Ortega et Verdugo, London School of Economics de France, trouvent une augmentation aussi de 5% des salaires des natifs. Si je dis ça à des gens qui regardent le journal de 20 heures, ils vous disent « mais vous êtes fous, comment ça ? L'arrivée des immigrés augmente mon salaire de 5%, mais pas du tout. » Mais en réalité, c'est bien ce qu'on observe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme les immigrés qui arrivent vont occuper des tâches dans les postes occupés, qui sont des tâches manuelles, routinières, etc., ça fait transférer les autochtones vers des tâches un peu plus cognitives, un peu plus rémunérées. Donc on a au total une augmentation de 5% des natifs. Ensuite, on corrige toute une série de biais. Par exemple, vous pouvez dire, oui, mais attention, il y a ce qu'on appelle en économie un biais d'endogénéité. Vous avez des migrants c'est peut-être parce que les immigrés viennent dans des bassins d'emploi qui sont très dynamiques, où il y a une très forte croissance. Donc l'effet est positif. On corrige ça. Et on prend l'effet vraiment net. Ensuite, on peut dire, oui, mais vous ne regardez pas quelque chose qui est important, c'est que vous regardez l'afflux des immigrés dans la zone d'emploi de Marseille, mais vous ne regardez pas le fait que, par exemple, il y aurait des natifs qui travaillent dans cette zone et qui pourraient partir ailleurs. On corrige ça aussi. Et on a donc un effet vraiment net, et on trouve un effet légèrement positif, que ce soit sur la plupart des pays de l'OCDE, etc. Donc, alors, d'où vient le problème ? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème ? Pourquoi est-ce qu'il y a un hiatus ? Un hiatus parce que tout simplement, les perceptions ne correspondent pas à la réalité des éléments. Et pourquoi il y a cet effet positif ? Eh bien parce que ça, les études le répètent sans arrêt, mais c'est difficile à faire comprendre, il y a une relation de complémentarité qui s'établit entre les caractéristiques des migrants et ceux des natifs. Par contre, les effets négatifs, quand ils ont lieu dans des secteurs comme le bâtiment, les travaux publics, etc., sur les vagues d'immigration précédentes. Donc tout se passe comme si les immigrés se concurrencent entre eux,
mais sont complémentaires avec les natifs, de sorte que l'effet global est un effet légèrement positif. Mais il ne faut pas exagérer, c'est un effet légèrement positif. Mais donc, par ailleurs, sur les finances publiques, c'est pareil. On a un effet d'une très faible amplitude, très positif, disons, près 7-8 milliards dans des périodes de croissance, et plutôt relativement faiblement négatif dans des périodes de récession. Pourquoi est-ce que l'effet sur les finances publiques et sur la protection sociale est relativement neutre sur les pays d'accueil? Parce que les immigrés, si vous regardez la pyramide des âges des migrants comparée à la pyramide des âges des natifs, au niveau mondial, il y a une très belle pyramide qui a été publiée par la division de la population de l'ONU, vous aurez quelque chose qui est très net, que tous les démographes connaissent, qui est une surreprésentation des immigrés dans les classes en âge de travailler, par contre une sous-représentation de ces immigrés dans des âges qui ne sont pas en âge de travailler, que ce soit les retraités ou que ce soit les enfants. Donc de ce point de vue-là, vous avez une contribution nette qui est positive de la part des immigrés parce que précisément ils contribuent plus qu'ils ne touchent, puisque durant toute la période où ils sont en âge de travailler, ils reçoivent moins qu'ils ne contribuent. Donc au total, l'effet est relativement de faible amplitude. L'effet sur les pays d'origine est beaucoup plus important, paradoxalement. C'est les élasticités. Quand on regarde les effets de sensibilité, si vous voulez, de l'immigration sur la création de commerce ou sur le développement, on trouve des effets 20 fois plus forts sur les pays d'origine que sur les pays d'accueil. Mais ce qui aussi s'explique très très bien. Donc c'est pour ça que c'est un enjeu de parler de manière très concrète, très précise de ces effets de l'immigration, sans aucun préconçu, ni même avis, disons, un peu philo-migrant. Moi, je m'en fiche. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ça en tant qu'économiste. Donc, quand on regarde l'effet de cette immigration qui est relativement de très faible amplitude, mais relativement positif sur les pays d'accueil, il faut en prendre acte, mais il ne faut pas non plus penser que c'est par l'immigration qu'on va régler tous les problèmes des pays d'accueil. Ce n'est pas l'immigration qui va nous régler nos problèmes de marché du travail, ce n'est pas non plus l'immigration qui va nous régler nos problèmes de vieillissement. Il ne faut pas affecter à l'immigration des rôles qui ne sont pas les siens. Enfin, je terminerai sur un point, si j'ai encore peut-être une minute. Je terminerai sur un point en disant la chose suivante. En disant que pourquoi y a-t-il un hiatus ? Pourquoi y a-t-il une divergence entre les perceptions et, encore une fois, les mesures que proposent les économistes ? Bien parce qu'en fait, alors, je vous soumets cette piste sur laquelle je suis en train de travailler, puisque je suis en train de faire un livre là-dessus, au débat. C'est qu'au fond, on affecte à l'immigration des échecs politiques qui n'ont rien à voir avec l'immigration. En d'autres termes, on va affecter à l'immigration l'échec de la politique de la ville, l'échec de la politique d'aménagement du territoire, l'échec de la politique du marché du travail, l'échec de la politique d'éducation. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes. Mais ces problèmes, et d'ailleurs des problèmes croissants, de ségrégation urbaine, de discrimination, de problèmes d'inégalité d'éducation, de recul de la mobilité sociale, tout ceci est absolument mesurable et difficile à accepter. Il y a un recul. Mais ce recul n'a rien à voir avec le débat sur la politique d'immigration. Vous pourriez faire de l'immigration zéro aujourd'hui, arrêter tous les flux d'immigration, vous n'aurez pas réglé ces problèmes-là. Parce que, le décrochage des zones urbaines qui sont de plus en plus en situation d'assignation à résidence et de ségrégation, et qui cumulent une triple inégalité, inégalité sociale, inégalité ethnique et inégalité géographique, ces trois marqueurs-là, ça ne provient pas de l'histoire de la politique de l'immigration, mais ça provient de l'échec fondamental de la politique d'aménagement du territoire et de la politique du marché du travail. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a eu, dans l'histoire récente de la France, 3 années de création exceptionnelle de l'emploi. Peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, c'était pendant la période Rocard, 88, 89, 90. Ça n'était pas d'ailleurs dû à Rocard particulièrement, mais c'était dû simplement à la conjoncture mondiale, qui était extraordinaire. Et à ce moment-là, il y a un beau livre d'un de mes collègues sociologues d'ailleurs, qui s'appelle « Violence urbaine, violence sociale, genèse des nouvelles classes dangereuses », qui datait à peu près de la période des années 90, et qui montre que le marché du travail a vraiment enlevé des banlieues beaucoup de gens, par l'intérim, l'automobile à Sochaux-Montbéliard a recruté énormément de gens, etc. Et on avait un effet, comme ça, de règlement d'un problème qui était de désengorgement des lieux difficiles, d'accès y compris au logement, etc. Et quand le retournement de la conjoncture s'est fait, les premiers touchés étaient ceux qui étaient
employés en intérim, et de nouveau, on a eu ces problèmes. Donc ce que je veux dire, c'est que politique d'éducation, politique d'aménagement du territoire, politique du logement, politique du marché du travail n'ont rien à voir avec la politique d'immigration. Rien, strictement rien. Donc si on ne change pas le regard qu'on a sur le vrai diagnostic d'où proviennent les problèmes, on pourrait se satisfaire de dire, de toute façon, il n'y a qu'à arrêter, fermer les frontières, repli total, et à ce moment-là, on réglera nos problèmes. Non, on n'aura pas réglé les problèmes parce qu'il y a tous ces problèmes de réformes structurelles qu'il faut faire qui n'ont rien à voir avec l'immigration. C'est la raison pour laquelle je dis aussi que l'immigration n'est pas la solution pour régler nos problèmes. Ça n'est ni le coût, ça n'est ni à l'origine de nos problèmes, ni la solution pour nos problèmes, même si dans certains cas, comme dans le cas de l'Allemagne, qui a effectivement des vrais besoins démographiques, en 2050, un enfant sur 3 allemands ne naîtra pas, pour vous donner une caricature de projection, eh bien là, il y a des vrais besoins en matière sur le marché du travail et sur des questions démographiques. Mais dans le cas français, ce n'est pas vraiment ça la question véritable. Il ne faut pas, là aussi, avoir une position extrêmement défensive en disant « mais on en a besoin, il faut les faire venir, etc. » Non, il y a simplement qu'il faut remettre les choses à leur place. L'immigration, ni la source de nos problèmes, ni la solution pour sortir vers le haut. Voilà. Parfait, merci. Donc c'est un peu comme au théâtre, c'est-à-dire que le quatrième acteur est entré en scène au moment où il fallait. Tout à fait, vous aviez annoncé, je l'avais dit. Mais voilà, donc pour vous résumer les épisodes précédents, il a été question donc du retour dans le débat en France de la question de l'identité nationale et de la reprise de racines historiques de ce débat, alors qu'on croyait qu'il avait été définitivement enterré par les historiens. Mais non, il ressurgit avec les mêmes arguments qu'au XIXe siècle. Voilà. Puis le constat simplement du repli territorial dans le sens que les régions, de la sécession en fait, des régions riches et de l'absence de solidarité, de l'abandon de l'idée de solidarité de certains territoires à l'égard d'autres. Enfin, vous connaissez les travaux des uns des autres. Et enfin, là, vous avez eu la conclusion à l'instant d'Helmut Boot. Donc voilà, c'est les 3 questions qui ont été abordées. Et là, ce que je voulais voir avec vous, c'est plutôt sur l'aspect politique, ou au sens le plus large du terme. C'est est-ce qu'il y a une perspective, un moyen de sortir de ce phénomène de repli qu'on constate tous dans l'actualité? Est-ce qu'il y a une porte de sortie qui puisse être originale par rapport à des solutions de réaffirmation éternelle des valeurs de la République, de la laïcité, de choses comme ça? Enfin, voilà. On a l'impression, pour un historien justement, de réutiliser des arguments, mais est-ce qu'ils sont encore... ils peuvent encore avoir un impact ou bien est-ce qu'il faut essayer de poser le débat de la sortie, de comment sortir de ce repli, éviter ce repli avec dans d'autres termes? Alors, merci en tous les cas pour cette question, puis je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur. Moi, je pense qu'il y aurait des voies, je ne sais pas si c'est une solution, mais des voies de sortie de ce repli par la pédagogie. Ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, c'en est un exemple, pour expliquer aux Européens, pas seulement aux Français, que l'Europe est une terre d'immigration. Aujourd'hui, c'est la première destination en termes de flux à l'échelle mondiale. En termes de stock de gens qui sont nés à l'étranger, de migrants installés, c'est les États-Unis, mais en termes de stock, en termes de flux, même s'il y a beaucoup de gens qui vont au sud de la planète, etc., c'est connu, aujourd'hui, on est dans un continent d'immigration. Et la plupart des gens n'en sont pas conscients. Ils ont considéré longtemps que l'immigration, c'était soit par nécessité, parce qu'il fallait qu'on respecte l'accueil des réfugiés, le droit d'asile, soit parce qu'on manquait de main-d'œuvre à un moment donné, puis ensuite on pensait qu'ils allaient retourner chez eux. On s'est aperçu qu'on a 30 ans d'échec sur les politiques de retour. Les gens ne retournent pas nécessairement, surtout s'ils ne peuvent pas revenir ensuite, etc. Donc expliquer aux gens que l'Europe est un continent d'immigration, c'est un phénomène structurel, qui est pour des raisons à la fois de démographie, des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons environnementales, etc. Alors que la plupart des Européens ne se pensent pas du tout comme habitants d'un territoire d'immigration. Donc ça, c'est déjà très important. Et il y a tout un retard dans le savoir dans ce domaine-là qui est colossal, parce que c'est un sujet qu'on a enseigné que depuis très peu de temps.
à l'école, et notamment à l'école primaire, notamment, et également dans les collèges, et surtout dans le primaire. Donc la plupart des gens ne sont pas conscients que c'est un territoire d'immigration, la plus importante destination en termes de flux dans le monde. Ça, c'est une première chose. Deuxième point, toujours sur le terrain de la pédagogie, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi prendre conscience que c'est un phénomène qui a toujours existé, qui n'est pas du tout exceptionnel, que les gens ont toujours bougé, etc., qu'aujourd'hui, dans le futur, ils vont bouger encore plus. Ça, c'est la deuxième chose qu'il faut dire aux gens. Ils vont bouger encore plus pour des raisons structurelles, précisément, pour des raisons de meilleure éducation, meilleure prise de conscience de ce qu'ils peuvent faire dans l'avenir pour réaliser leur projet de vie, etc. Donc, plus il y aura de développement dans le monde, plus il y aura de migration. Il y aura plus de mobilité. Et il faut aussi expliquer aux gens que si on ferme les frontières, et on est au cœur de notre sujet, eh bien, on va créer des quantités d'effets pervers dans lesquels on est aujourd'hui, mais surtout qu'on va empêcher cette mobilité. La plupart des gens dans le monde aujourd'hui, ils n'aspirent pas, sauf les réfugiés, à venir s'installer définitivement. Même les réfugiés, d'ailleurs, à la différence du passé où on pensait que le monde était divisé en 2 blocs et que ce serait ainsi pour l'éternité. Aujourd'hui, même les Syriens disent on va retourner chez nous quand la crise sera finie. Alors on ne sait pas quand, mais la plupart des gens s'imaginent retourner chez eux. Donc une partie resteront, une partie reviendront. Mais la plupart des gens aspirent à s'installer dans la mobilité comme mode de vie. Nous aussi d'ailleurs. On est très contents si les étudiants viennent étudier à l'étranger, si on reçoit des étudiants ici, s'il y a plus de mobilité. Donc les gens du Sud aussi, ils ne sont pas différents de nous. Ils ont cette idée que la mobilité est une façon de se donner plus d'options et de possibilités de réaliser leurs projets. Donc ça, c'est une idée largement partagée à travers le monde. Il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer que le droit à la mobilité est une grande revendication du XXIe siècle. Donc ça, je crois que c'est également très important. Et que, enfin, dernière chose, j'aurais tendance à dire, un monde qui se ferme et un territoire qui se ferme, c'est un territoire qui meurt. Le seul facteur de croissance de la population européenne et aussi américaine, c'est l'immigration. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un facteur de rajeunissement, parce que les migrants vieillissent aussi, mais c'est un facteur de croissance de la population. C'est un facteur, mais ça c'est déjà expliqué, de développement économique, c'est un facteur d'inventivité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'Europe s'est ouverte aux étudiants ? C'est peut-être le côté le plus positif de la politique européenne récente. Elle s'est fermée dans pas mal de domaines, migration familiale, travail, et très frileuse à l'égard des réfugiés, mais sur les étudiants, il y a eu beaucoup d'ouverture. Parce qu'on a pris conscience que l'on avait besoin, dans un continent vieillissant, de faire venir des gens qui apportent des idées nouvelles, qui sont un élément de compétitivité et de créativité. Donc, si on est replié sur soi, d'une part, on vieillit tous ensemble. Le modèle, c'est l'Albanie. Est-ce que les territoires veulent devenir l'Albanie ? Voilà la question qu'il faut poser aux gens qui sont tentés par le repli. Oui, mais apparemment, ces arguments qui sont fort anciens et qui ont déjà été longuement exposés à travers l'éducation quand même et beaucoup de débats intellectuels, apparemment ne prend plus, n'est plus accepté par une part croissante de ces populations, des territoires concernés, y compris ceux qui veulent faire sécession par les gens souci de ne pas être solidaires. Oui, mais voilà, donc pourquoi est-ce qu'il y a un moyen de contourner ça ? C'est-à-dire que les gens font l'expérience de l'immigration, mais de façon individuelle et privée. Par exemple, des gens âgés font appel à des personnes qui gardent, c'est un métier considérable. Aujourd'hui, les métiers du care, par exemple, dans les pays européens, souvent ce sont des femmes étrangères qui font ces métiers. Les gens donc sont confrontés à cette réalité tous les jours. Même les gens les plus hostiles à l'immigration sont contents de trouver quelqu'un qui respecte les gens âgés pour s'occuper des vieux parents, etc. Donc ils en font l'expérience. Ils font l'expérience que la femme de ménage, elle est rarement nationale aussi. Donc il y a une pratique, si j'ose dire, de l'immigration, mais qui n'est pas reliée à la façon dont les gens se représentent cette réalité. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut montrer le lien qu'il y a entre ce qu'ils font tous les jours et puis la réalité plus globale de l'Europe dans un contexte mondialisé. Est-ce que vous souhaitez les uns les autres réagir à certains des propos que vous avez tenus précédemment, si vous vouliez...
Oui, allez-y, votre micro est là. N'hésitez c'est pour pas, toi. et après on donnera la parole à la salle, bien entendu. Oui, moi j'ai bien entendu ce que tu as dit, et je Rassurez-vous. suis absolument d'accord avec ce que tu as dit. C'est une question Plus près du micro. question un peu technique. Oui. Avec les DADS, tu repères pas les enfants d'immigrés. Tu as un immigré, c'est quelqu'un qui est né à l'étranger de parents étrangers, hein, la définition. Donc t'as pas ça. Les ADS, c'est les données sociales dont on parlait tout à l'heure sur les entreprises. C'est pas une critique, c'est une double question de curiosité. Est-ce que tu penses que si on intégrait à l'analyse les enfants d'immigrés, ça resterait vrai ce que tu as dit? Et deuxième chose, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose d'un peu particulier si tu prends les derniers travaux, que je trouve moi remarquables, de Patrick Simon sur les trajectoires, hein, et qui ont permis pour une fois, avec un peu de statistique ethnique, de vraiment faire la démonstration évidente de problèmes de discrimination, là, ils sont chiffrés. Est-ce que tu ne penses pas que ces effets de discrimination, la deuxième question, ces effets de discrimination, finalement, ils protègent la main-d'œuvre native, que ça a des effets? Oui, ça a des effets. Pour répondre, il faut mettre le micro. Ah oui, pardon, on a discuté ensemble tranquillement là. Que tout le monde en profite. Non, en fait, c'est très juste, hein. Donc nous, on considère comme immigré la définition standard, quelqu'un de né, un double critère, né à l'étranger, ayant pris, pas forcément il peut y avoir un parent étranger, mais ayant bougé, donc ayant émigré vers un pays de manière permanente, donc c'est un résident permanent, et qui prend la nationalité du pays d'accueil ou pas, ou garde la nationalité étrangère. Donc c'est pour ça qu'on a 5 millions d'immigrés. Il y a parmi eux, des gens de nationalité française. Et ils sont considérés comme immigrés. L'immigration, c'est un concept de mobilité. C'est tu es parti de ton pays d'origine et tu arrives dans un pays d'accueil et tu obtiens le statut. Tu deviens naturalisé ou pas, tu restes immigré. Ou alors tu es, au sens de l'INED, 1,5, c'est mon cas. Tu es né à l'étranger, tu es arrivé à l'âge de 10 ans, tu es considéré comme immigré. Tant tu as la nationalité française, etc. Voilà. Donc, du coup, les enfants d'immigrés, les descendants d'immigrés, première, deuxième, troisième génération, sont considérés comme des natifs dans ces statistiques-là. Donc, tout à fait d'accord. Et du coup, on regarde l'impact, mais c'est normal, parce qu'enfin, on va regarder ils n'ont pas été éduqués dans le pays d'origine, ils ont été éduqués en France. Donc, c'est des questions de discrimination qui vont nous intéresser. Pas des questions d'impact sur le marché du travail et sur les salaires, de l'afflux de gens qui viennent augmenter l'offre de travail sur le marché du travail. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand des immigrés arrivent, qu'ils soient réfugiés ou pas, ou économiques, au départ, ils partent pour des raisons différentes. Les immigrés économiques, ils partent parce qu'ils sont appelés sur le marché du travail. Donc ils ont un taux d'insertion sur le marché du travail tout de suite à 80%. Les taux d'emploi des immigrés économiques, c'est 80%. Par contre, quand tu as des réfugiés qui arrivent, comme c'est le cas en ce moment, vous en avez 800 000 qui arrivent en Allemagne, après il n'y aura que 400 000 de protégés qui obtiendront le statut, ou les quelques-uns qui arrivent en France et qui sont protégés, ceux-là, ils vont mettre du temps à rentrer sur le marché du travail, donc ils ont une différence d'insertion sur le marché du travail, ils vont mettre 1, 2 ou 3 ans, et je signale que la Belgique a décidé de réduire très fortement les procédures administratives pour que l'effet ne soit que de 4 mois au lieu de 2, 3 ans, parfois 4 ans, ce qui est coûteux effectivement pour la collectivité. Alors, donc, deuxième question, est-ce que les descendants d'immigrés sont, du fait de la discrimination qu'ils subissent, protègent les emplois des natifs? Alors, je ne pense pas que ça soit exactement sur ces termes-là que ça se passe, parce que les descendants d'immigrés, d'abord, il n'y a pas beaucoup d'études. Ça commence, j'ai une doctorante qui travaille sur la TO, trajectoire et origine, qui donne les statistiques ethniques dont tu parles, c'est-à-dire des enquêtes qui renseignent sur l'origine des parents, l'origine des enfants, 2, 3 générations. Et on a bien des effets de discrimination qui fonctionnent, en particulier qui se cumulent avec le territoire. Donc si tu cumules toutes les caractéristiques, avoir 2 parents étrangers, un parent étranger, effectivement, tu as à caractéristiques égales, à diplôme égal, à âge égal, à sexe égal, etc. Si tu es de descendants d'Afrique du Nord, machin, etc., et que tu es localisé dans le 93, ta probabilité de trouver un emploi se réduit déjà très fortement. Donc là, il y a des problématiques de discrimination. Est-ce que ceci octroie des rentes aux natifs sur le marché du travail? C'est une question qui n'a pas été vérifiée. C'est une très bonne question, et c'est une question qui n'a pas été vérifiée dans l'analyse, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir tous les bassins d'emploi, tous les marchés du travail, et regarder si, en tout cas, ça peut favoriser des effets de rente. Ça, c'est probablement vrai. Voilà. Merci à tous, merci aux participants.